Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un pays dont on n'entend pas tellement parler et qui le mérite et à quel point il le mérite. Il s'agit de l'Azerbaïdjan. Ce pays du Caucase qui est un pays riche et riche sur tellement de points qu'il mérite justement qu'on s'y intéresse. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mirvari Fataliyeva. Vous êtes la secrétaire générale de l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan. Bonjour Mirvari. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation Merci sur Al de m'avoir Janoubia. invité. Alors, ma première question, vous avez grandi en Azerbaïdjan? Oui, j'ai grandi en Azerbaïdjan jusqu'à mes 21 ans. Vous êtes de quelle région de l'Azerbaïdjan? Alors, je suis d'une région qui s'appelle Goubadlı, occupée actuellement malheureusement par l'armée arménienne. Alors, on en parlera, il y a Bien un évidemment, conflit effectivement. un conflit, oui. Et j'ai grandi jusqu'à mes 13 ans dans cette région. Et par la suite, nous avons été chassés en 1993 de cette région. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. 13 ans, d'accord. Voilà. Et donc, on s'est réfugié, on va dire, à Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. On était 6 enfants, avec beaucoup de difficultés puisqu'on avait tout perdu du jour au lendemain. Mais c'est là que j'ai appris aussi le français. À Bakou? À Bakou, oui. Vous êtes inscrite Alors à l'école? à l'école, j'ai changé au moins 6 fois l'école. Puisqu'on changeait tout le temps d'appartement. Mes parents, ils n'avaient pas de moyens. À chaque fois, on changeait. Et du coup, dans une des écoles que j'ai visitées, j'ai fréquenté, j'ai appris le français. Et donc, j'ai dit toujours, dans mon malheur, j'ai eu le bonheur d'apprendre le français. Alhamdulillah. Vous avez poursuivi vos études là-bas? Oui, j'ai fait alors français traduction en Azerbaïdjan, l'Université des langues d'Azerbaïdjan, pendant 4 ans. Par la suite, j'ai continué mes études en France. J'ai fait français langue étrangère à l'Université Paris 8. Et par la suite, j'ai fait études européennes, relations internationales, chef de projet culturel. Et voilà, donc j'ai continué mes études en France. D'accord. Et puis, vous êtes devenu... Vous avez travaillé ensuite pour l'Azerbaïdjan? Alors ensuite, après mes études, pendant mes études aussi, en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai vu que l'Azerbaïdjan n'est pas du tout connu. Eh oui. Et on a créé une association qui s'appelait Association franco-azerbaïdjanaise de la jeunesse. À l'époque, il n'y avait aucune association qui était présente, qui faisait... en fait, il n'y avait pas de présence associative à cette époque-là. Et on a créé cette association, on a fait pas mal d'événements culturels justement pour faire connaître l'Azerbaïdjan. Je suis devenue la présidente de cette même association pendant 5 ans. Et par la suite, j'ai travaillé pour la Chambre de commerce France-Azerbaïdjan pendant quelques années. Et en 2012, l'association des Amis de l'Azerbaïdjan. En 2012, j'ai repris une association qui s'appelle Maison de l'Azerbaïdjan. C'est une association, l'une des premières qui a été créée en 1992 à Paris. Cette association ne fonctionnait plus et nous avons repris cette association que je préside toujours pour le but de faire connaître l'Azerbaïdjan en France. Alors par la suite, en 2014, l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan, qui avait été créée par le premier ambassadeur de France en Azerbaïdjan, M. Jean Perrin, qui a créé une association en 1998, Amis de l'Azerbaïdjan. Nous avons repris cette association en 2014 avec une nouvelle... un nouveau conseil d'administration présidé par Jean-François Mancel, ancien député. Et également, nous avons dans le conseil d'administration pas mal de personnalités politiques, aussi artistiques. Nous avons... Français? Français, oui. Tout le monde est français, en fait, dans l'association, à part moi. Ouais. Nous avons, par exemple, Madame Dati, qui est dans le conseil d'administration. Nous avons Jean-Marie Bockel. Nous avons
également comme Robert Hossein, qui a des origines azerbaïdjanaises, un compositeur français, Pierre Tilloy. Voilà, c'est assez varié. Et aujourd'hui, on compte près de 500 membres dans l'association. Voilà, dans l'association depuis à peu près maintenant 3 ans. De l'existence. Depuis 3 ans, vous dites? 3 ans de reprise des activités. Un premier bilan? Alors un premier bilan, c'est... Pour faire connaître la culture azerbaïdjanaise. Oui, en fait, maintenant, il y a pas mal de... il y a l'ambassade d'Azerbaïdjan qui fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres associations également qui commencent à faire la promotion de l'Azerbaïdjan dans tous les domaines. Il y a Maison d'Azerbaïdjan, il y a l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan. C'est un travail commun, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, l'Azerbaïdjan commence à être connu avec beaucoup de projets que nous mettons en place également sur Paris ou dans d'autres régions. Dans le sud de la France notamment, j'ai vu. Sud de la France. Alors nous avons... À Cannes, je crois, c'est ça? À Cannes également, oui. Il y a à Cannes et aussi dans d'autres régions. Il y a plusieurs régions que nous avons fait des événements. Il y a la Fondation Edal Aliyev qui est présidée par Madame Aliyeva, qui est la première dame d'Azerbaïdjan, qui adore la France, et qui a créé en fait des relations exceptionnelles avec la France en organisant des événements, des grands projets qui s'appellent, il y a eu en fait plusieurs éditions qui s'appelaient l'Azerbaïdjan Perle du Caucase, qui a eu en fait dans plusieurs villes, grandes villes de France, justement pour faire connaître l'Azerbaïdjan, sa culture. Vous organisez aussi des voyages. Exactement. Vers l'Azerbaïdjan. Voilà. Alors l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan, l'Association des Amis de l'Azerbaïdjan fait beaucoup d'événements, soit culturels, on va dire, beaucoup de concerts, des expositions, la danse, et nous organisons également des voyages de découverte qui donnent en fait non seulement pour les membres mais aussi pour des gens de l'extérieur pour découvrir l'Azerbaïdjan de près, pour aller voir sur place parce que nous pouvons montrer ici une partie de notre culture mais aller voir sur place c'est complètement autre chose. Donc avec ce voyage on fait à peu près 20-25 personnes à chaque fois, des petits groupes, justement pour garder la qualité. Et aussi, on essaye d'organiser des rencontres pour des personnes qui se déplacent, qui sont intéressées par la culture, la musique ou par l'économie, par plein d'autres domaines également. Et on essaye de leur montrer notre facette de l'Azerbaïdjan qui n'est pas du tout connue en France. Donc ce voyage, d'ailleurs on va en faire un autre, c'est la 3e fois qu'on fait ce voyage, du 5 au 12 septembre prochain. Donc voilà. Dites-moi la date, du 3 au 5 septembre 2017. Voilà, 5 septembre 2017 pour une semaine, pour aller visiter Bakou et aussi dans le nord de l'Azerbaïdjan. D'accord. Voilà, donc, mais c'est... Alors, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a comme souci de promouvoir le tourisme. Exactement. Il y a une volonté d'ouvrir le pays au tourisme international. Exactement. En fait, après notre 2e indépendance, en 1991... Alors, ça veut dire qu'il y en a eu une première. Oui, il y a une première. Alors, vous m'avez posé la question sur le tourisme, mais on tombe dans l'histoire. Donc, en 1918, nous avons eu la première république d'Azerbaïdjan démocratique, qui est première dans l'Orient, musulman surtout. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement 23 mois. Après, les bolcheviks ont occupé l'Azerbaïdjan et en 1922, l'Azerbaïdjan a été attaché à l'URSS. Voilà, à l'Union soviétique. À l'Union soviétique, voilà. Et pendant cette première république qui a donné le droit de vote aux femmes, c'est très important dans un pays musulman, dans l'Orient, c'était... On est en quelle année là? 1918. Alors, donc en France, il faut attendre un peu plus longtemps. Un peu plus longtemps, oui. Donc en 1900, on va fêter bientôt l'année prochaine, 100e anniversaire du droit de vote et également de notre première indépendance. C'est une date très importante pour l'Azerbaïdjan. C'est intéressant parce que j'ai remarqué que tous les Azerbaïdjanais connaissaient bien l'histoire de leur pays.
Ah, On ne c'est peut pas en important. dire autant de tous les Français, on ne peut pas en dire autant de tous les Tunisiens, mais les Azerbaïdjanais, ça j'ai vraiment été surpris, ils connaissent parfaitement leur histoire. C'est Oui, extraordinaire. mais je trouve ça important. C'est, Ouais. ça fait partie de nous-mêmes. Mm. On ne peut pas faire autrement. Et le tourisme, dont je reviens Oui. au tourisme, l'Azerbaïdjan a fait beaucoup d'efforts pour développer justement le tourisme en construisant des infrastructures qui puissent accueillir, qui peuvent accueillir en fait. Il y a pas mal d'hôtels. Alors, Mirvari, quel standing en fait pour ce tourisme? Est-ce que c'est un tourisme cher? Est-ce que c'est un tourisme pour le plus grand nombre? Alors, Où est-ce que vous vous il y a- situez? Voilà, au milieu, Au milieu. trouve, je dirais. C'est D'accord. au milieu. Au départ, en fait, nous avons investi, en fait, l'Azerbaïdjan a investi dans des grands hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. Mais après, par la suite, ils ont compris que c'est pas pour à la portée de tout le monde. Bien sûr. Donc, du coup, maintenant, il y a pas mal d'hôtels de 3 étoiles, de 2 étoiles qui commencent à se construire. Donc, il y a une vraie volonté. Il y a pas mal de touristes qui viennent maintenant en Azerbaïdjan, soit des pays autour, soit des pays européens ou autres. En tout cas, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Mais ce n'est pas seulement Bakou. Bien évidemment, à Bakou, il y a beaucoup de choses à voir, comme vous l'avez peut-être constaté vous-même. Et aussi dans les régions également, ils ont mis en place une politique pour développer le tourisme. Alors, vous avez un tourisme, pour rester un petit peu, et on va finir là-dessus sur le tourisme, il y a un tourisme régional déjà. Il y a un tourisme arabe du Golfe, il y a un tourisme, j'imagine, russe. Exactement. Tous vos voisins déjà viennent chez vous. Oui, oui, oui. Il y a donc Et qui sont maintenant les Européens qui viennent le plus? Alors, il y a les Allemands, il y a les Français aussi, que ça commence, bien Les évidemment, Anglais? et les Anglais aussi. Pas peut-être en grand nombre, mais ils viennent également. La France, parce qu'il y a eu l'année dernière un grand événement en Azerbaïdjan sur le tourisme, où il y avait pas mal de tour opérateurs français qui étaient sur place et qui ont maintenant mis en place en fait les hôtels également, un séjour. Donc il y a pas mal d'offres par rapport aux années précédentes. Donc il y a, à part les pays que vous avez cités, donc il y a la France, l'Allemagne, l'Angleterre, Pays-Bas. Il y a plein d'autres pays qui essayent maintenant de développer le tourisme en Azerbaïdjan. Et vous avez dans votre calendrier, dans l'année, il y a en Azerbaïdjan des événements importants. Ah oui, beaucoup. Moi, la première fois que je m'y suis intéressé, déjà, il y avait à Bakou le circuit Formule 1. Ah oui, alors en Azerbaïdjan, donc, nous avons plusieurs événements internationaux plutôt. Donc Formule 1, il y a très récemment, oui, je suis allée d'ailleurs. C'est la 2e édition, donc c'est un très grand événement. Il y a pas seulement cet événement, nous avons aussi également donc 57e édition du concours de chansons Eurovision en 2012 que nous avons organisé. Après, il y a eu Jeux européens de 2015. Pour cet événement, on a construit beaucoup d'infrastructures sportives, un grand stade qui compte près de 70 000 places. Donc c'était un grand événement. Après, on organise aussi Forum mondial des alliances de civilisation, Forum humanitaire. Donc il y a beaucoup d'événements. L'Azerbaïdjan est devenu en fait un centre des événements internationaux. Donc qui fait aussi développer le tourisme en Azerbaïdjan, bien évidemment. Et aussi pour faire connaître l'Azerbaïdjan, pour montrer également que non seulement c'est un petit pays, mais qui peut faire des grandes choses. Et l'Azerbaïdjan, via la firme pétrolière SOCAR, a été un sponsor majeur de la dernière Coupe d'Europe des Nations de football. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais SOCAR était présent, bel et bien présent pour financer, pour sponsoriser
Exactement. D'ailleurs, en 2020, au stade olympique de Bakou seront joués les matchs de foot de championnat d'Europe. Donc, l'Azerbaïdjan se porte candidat également en 2025 pour l'exposition universelle. Donc, c'est un pays qui veut montrer qu'il est capable d'accueillir, comme les autres grands pays, et d'assurer en fait les événements internationaux. Mais c'est un pays très riche en fait, l'Azerbaïdjan. Alors l'Azerbaïdjan, dès qu'on dit l'Azerbaïdjan, ouais. on pense au pétrole on et pense au gaz. Pétrole, ouais. Nous avons aussi le gaz, bien évidemment, naturel. On a beaucoup de richesses naturelles. Non, mais c'est parce que quand on dit pétrole et gaz, on pense à un tas de pays. On pense à beaucoup de pays. On pense à l'Arabie Saoudite, on pense au Qatar, on pense... Il y a un tas de pays qui nous viennent à l'esprit. Et pas l'Azerbaïdjan, alors que l'Azerbaïdjan est très riche. Oui, l'Azerbaïdjan est très riche naturellement, on a beaucoup de ressources naturelles. C'est d'ailleurs en Deuxième Guerre mondiale, la Russie a gagné grâce au pétrole de Bakou. Peu de gens connaissent ce détail vous étiez important. la province riche de l'Union soviétique. Exactement, en fait. Et donc cette époque-là, c'est l'Azerbaïdjan, le pétrole de Bakou qui a sauvé la Russie. Qui a permis la victoire de l'Armée Rouge. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait de Louis de Vaudeville qui s'appelle Objectif Bakou, qui est un formidable documentaire qui explique bien en fait. Alors dites le titre. Objectif Bakou. Objectif Bakou. De Louis de Vaudeville. Louis de Vaudeville, d'accord. Voilà. Donc si vous avez le temps de regarder, là c'est bien expliqué en fait. Donc l'Azerbaïdjan, oui, dès qu'on dit l'Azerbaïdjan, bon, ceux qui connaissent pensent tout de suite au pétrole, mais nous n'avons pas que de pétrole, nous avons beaucoup d'autres richesses, soit naturelles, ou nous avons 9 climats sur 12 en Azerbaïdjan, donc c'est quand même pas rien, on est gâté par la nature. On peut y faire du ski là-bas. On peut faire du ski, exactement. Nous avons 2 stations de ski au nord. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. C'est assez récent, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que nous avons 2 stations de ski. C'est assez nouveau parce que nous n'avons pas eu jusqu'à 2014-2015 une station de ski. C'est une découverte pour les Azerbaïdjanais aussi. C'est ouverture, tourisme, développement du tourisme local. National, national également. Ils découvrent un petit peu leur propre pays. Donc voilà, on fait beaucoup d'efforts pour développer le tourisme et aussi, c'est pas que tourisme, c'est une découverte d'un peu de la culture de l'Azerbaïdjan. Oui, parce que moi, par exemple, ce qui m'avait, parmi toutes les choses que j'ai pu apprécier, j'ai apprécié l'art culinaire en Azerbaïdjan. Oui, d'ailleurs, j'ai pris du poids là-bas. Je vous en veux un peu. Ah, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais c'est vrai, c'est tellement riche. Oui, c'est très riche et les aliments, c'est d'une qualité exceptionnelle. Le goût, quand je suis arrivée en France, et j'arrivais pas en fait manger. Je cherchais toujours le goût. C'est vrai que quand je retournais, je retrouvais ce goût des aliments, des légumes, des fruits, qui a un goût en fait exceptionnel. Et notre cuisine en fait est très riche. Aussi, on utilise beaucoup de légumes, beaucoup de fines herbes, si vous avez remarqué. C'est simple, sans beaucoup d'épices. On n'utilise pas énormément d'épices, mais très bon. Donc je confirme, oui. On reste toujours dans le naturel, mais on fait attention à la qualité. Alors, le peuple azerbaïdjanais a différentes composantes. Vous êtes majoritairement musulmans. Quelle est la place de la religion musulmane en Azerbaïdjan? Alors, l'Azerbaïdjan compte 90% musulmans, 70% on va dire des chiites. D'accord, chiites à 70%. À 70% chiites et 30% sunnites. D'accord. Donc c'est après l'Iran, deuxième pays à être majoritairement chiite. Surtout laïque. D'accord, oui. Et donc, après, nous avons aussi le judaïsme en Azerbaïdjan. En fait, on divise
elle est présente en fait depuis le premier millénaire avant Jésus-Christ, donc c'est très ancien, se compose de 3 communautés juives, qui est les Juifs de montagne, après il y a les Ashkénazes et aussi les Juifs de Géorgie. Donc ils sont à environ 25 000 en Azerbaïdjan. Après, nous avons aussi le christianisme est minoritaire, 5% des chrétiens, 2,5% des orthodoxes russes et une minorité orthodoxe des Zoudis, près de 8000 personnes à peu près. Donc, mais l'Azerbaïdjan, majoritairement, ils sont sécularisés. Donc, nous avons en fait une laïcité depuis toujours. En fait, c'est une république laïque. C'est une république laïque. D'accord. Oui. Depuis toujours. Depuis toujours. En fait, nous avons, comme vous le savez, 70 ans de l'époque soviétique où la religion elle était interdite, les mosquées étaient détruites, sous les lieux de culte. La seule religion autorisée, c'est le communisme. Exactement, voilà. Donc les lieux de culte étaient détruits. Nous n'avons pas eu de religion pendant 70 ans. Bon, à part les personnes pratiquées chez soi, ça, personne ne pouvait leur interdire. Comme ma grand-mère qui priait, personne ne pouvait lui interdire. Voilà, ça restait en fait assez personnel, assez caché même. Caché, voilà, assez caché. Donc l'athéisme était enseigné en fait finalement dans les universités. Donc, et aujourd'hui, en fait, l'Azerbaïdjan retrouve sa culture, sa religion. Après c'est-à-dire après la chute de l'URSS, quand on est devenu l'indépendant, on a essayé de retrouver notre identité, mais en restant bien évidemment complètement laïque. C'est un pays présidentiel, c'est un gouvernement présidentiel, mais complètement laïque. Ça, c'est une laïcité exemplaire même, je dirais. C'est un pilier de l'Azerbaïdjan. C'est un pilier de l'Azerbaïdjan. L'État a fait beaucoup attention en fait au multiculturalisme, c'est-à-dire nous avons plusieurs communautés qui vivent parfaitement ensemble, sans aucun souci, en harmonie. C'est une laïcité, pas dans les mots, mais vraiment dans la pratique. Les juifs, les chrétiens, les orthodoxes, nous pouvons se retrouver... Il n'y a pas de conflit chiite. Il n'y a pas de conflit. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment... on dit on est chiite, mais on ne sait pas pourquoi. Les gens, ils ne font pas vraiment attention. Ils disent oui, on est musulmans, voilà, c'est tout ce qui compte pour les Azerbaïdjanais. Alors, on va en finir justement, sur ce conflit qui existe dans cette région appelée le Haut-Karabakh, qui est, selon le droit international même, partie intégrante de l'Azerbaïdjan, qui est occupée par l'armée arménienne. Et vous venez de là-bas, vous-même. Exactement, oui. Mirvari, comme vous nous l'avez expliqué au début. Ce qui me surprend, c'est que ce conflit, on n'en entend pas parler. Oui, malheureusement. Alors, à longueur de journaux télévisés, de journaux quotidiens, nationaux, machin, etc., c'est pas les guerres qui manquent, c'est pas les unes sur les conflits qui manquent, mais celui-là, on n'en entend pas parler. Oui, alors c'est un conflit qui a débuté fin des années 80 avec une revendication territoriale de l'Arménie qui s'appelle Haut-Karabakh, qui est dans l'Azerbaïdjan même. Et aussi, donc cette partie de l'Azerbaïdjan a été revendiquée à la fin des années 80 par l'Arménie. Le conflit a commencé à cette époque-là et c'est-à-dire devenu militaire en 91. En 91. Donc 91, chute de l'Union soviétique. 90, chute de l'Union soviétique. Ouais. 91, la guerre. D'accord. Conflit était déjà, mais c'était pas encore armé, mais c'est devenu armé en 91. Et ça a commencé, en fait, l'occupation a commencé à partir de 91. Donc le Haut-Karabakh a été occupé. Et non seulement le Haut-Karabakh, et aussi cette région avoisinante du Haut-Karabakh. Ce qui fait à peu près 20% du territoire. Ça fait 20% au total du territoire actuellement occupé, qui sont reconnus internationalement azerbaïdjanais. Les communautés internationales reconnaissent l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui bloque alors ? Qu'est-ce qui bloque ? Une très bonne question. Alors, l'Arménie ne veut pas accepter
il y a eu 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui demandent le retrait immédiat et inconditionnel de troupes arméniennes de l'Arménie des territoires azerbaïdjanais. Et cette occupation résulte aujourd'hui près d'1 million de déplacés et réfugiés, dont je fais partie. Il y a également des milliers de morts, il y a des otages que nous ne connaissons pas les sorts, des personnes qui sont devenues otages où on ne sait pas les sorts qui leur ont été réservés. Donc ces conflits, en fait, finalement restent, on va dire, gelés quelque part, parce que plus de 25 ans maintenant ça dure, et sans aucune solution. Alors il y a un groupe de Minsk, comme vous le savez, groupe de Minsk qui est co-présidé par la France, par les États-Unis et la Russie. Donc ces 3 coprésidents du groupe de Minsk qui essayent de trouver une solution pacifique à ce conflit, mais rien n'est fait jusqu'à maintenant. Donc ça fait depuis longtemps que ce groupe de Minsk existe, mais aucune solution n'a été trouvée jusqu'à maintenant. Chacun met ses conditions qui n'arrangent pas l'autre, et finalement... Alors que demande votre président? Que demande l'Azerbaïdjan? Nous avons toujours vécu ensemble avec les Arméniens. D'accord. Je ne vois pas pourquoi on peut plus vivre ensemble. Certes, maintenant, il y a de la haine, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu aussi le massacre de Khojalı qui était en fait 613 personnes tuées en une nuit, les civils, les enfants, en fait, les vieillards, les femmes, et ça laisse beaucoup de traces malheureusement. J'ai perdu beaucoup de personnes de ma famille également, mais bon, j'ai pas de la haine. Je sais que c'est de la politique, je sais que on peut trouver une solution. On ne veut pas de la guerre, on veut de la paix. On peut vivre ensemble comme avant. Mes grands-parents avaient des amis arméniens qui venaient, qui restaient chez nous, qu'on rigolait. Je ne vois pas pourquoi maintenant on ne peut pas vivre ensemble. Que demande l'Azerbaïdjan? L'Azerbaïdjan demande, en fait, il dit, vous êtes là, ils disent toujours... le Haut-Karabakh est peuplé plus d'Arméniens. Mais personne ne dit pourquoi. C'est en Azerbaïdjan même. C'est en fait le résultat de déportation des Arméniens d'Iran et de la Turquie avec les accords, ça remonte à longtemps. Donc, d'un coup, s'il y a 100 000 Arméniens qui arrivent dans une région, bien évidemment, ils seront majoritaires. Et donc, cette région, j'ai dit toujours en expliquant le problème de Haut-Karabakh très simplement, j'ai dit c'est comme si quelqu'un vient chez vous, dans votre maison, vous leur prêtez une pièce de votre maison, ils restent chez vous en disant bah, finalement non, c'est chez nous, dehors propriétaire. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Haut-Karabakh. Et maintenant, ce n'est pas que le Haut-Karabakh, c'est cette région autour qui sont occupées et qui sont reconnues internationalement comme territoire azerbaïdjanais. Nous demandons en fait le retrait de la troupe arménienne, les peuples arméniens qui vivent, la communauté arménienne qui vivent dans le Haut-Karabakh, ils peuvent bien y vivre. D'accord, à toute sa place. Et il y a aussi la communauté azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh qu'on oublie, qui sont devenus déplacés, réfugiés de ces territoires et qui veulent retourner toujours, mes parents, ils veulent toujours retourner chez eux. Ils ont toujours cette image, un jour, demain, après-demain, on va retourner chez nous. Le peuple, les 1 million azerbaïdjanais, maintenant plus, parce que ça s'est augmenté, bien évidemment. Toutes ces personnes, ils veulent retourner chez eux. Et on essaye de trouver cette solution pacifique, mais malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas cette solution. Mais à votre avis, pourquoi on n'en parle pas en France? C'était ma question. Alors, pourquoi on n'en parle pas? Vous me dites que votre association, dans votre association des Amis de l'Azerbaïdjan, il y a des responsabilités politiques des Français, il y a des artistes, il y a... Alors, pourquoi on n'en parle pas? Alors, on en parle... c'est-à-dire que ça fait déjà 25 ans, donc ça fait assez long comme date. On en parle, mais déjà pas assez. C'est quand on parle unilatéral, soit c'est le côté arménien, parce que vous savez, en France, il y a plus de 500 000 Arméniennes, les Français d'origine arménienne. Vous êtes combien, vous? Nous, on est
c'est 5000 Azerbaïdjanais en France. Donc ça explique bien. Pas le poids. On ne fait pas le poids, pas autant que les Arméniens. Ils sont un peu partout. Ils essayent de nous empêcher comme ils peuvent, même des événements culturels. Quand nous organisons des événements culturels, ils essayent de nous en empêcher à tout prix. Et ils viennent et ils font en fait une manifestation. Ils ont une haine incroyable. D'ailleurs, je me suis fait agresser à l'Assemblée nationale en 2013. Mais c'est vraiment la haine que j'ai jamais vue. Moi qui dois avoir la haine, mais je n'en ai pas. Mais les jeunes qui grandissent ici, ils ont en fait été éduqués avec une haine contre les Azerbaïdjanais. Comment vous l'expliquez ça C'est en fait un rêve peut-être qu'ils ont, un rêve de grande Arménie, qu'ils ont toujours ce rêve, mais malheureusement ils sont tombés dans le piège en fait, parce que ce conflit ne leur rend pas service. Hein. C'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles, qui est très pauvre, beaucoup de chômage, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'Arméniens à l'étranger. En fait, maintenant c'est déclaré 3 millions, mais ils sont 2 millions, même pas 2,5 millions. D'accord. Donc, il n'y a pas d'amalgame qui est fait, il n'y a pas une confusion, il n'y a pas. Vous ne seriez pas regardé comme les Turcs. Exactement. En fait, pour la communauté arménienne. C'est leur but, en fait. Stratégie des Arméniens, c'est de nous montrer comme les Turcs, en disant voilà, c'est les mêmes Turcs qui nous ont massacrés. Et donc, référence au génocide arménien. Au génocide arménien, alors que c'est eux qui ont commis le massacre de Khojalı en 92. C'est pas très loin. C'est hier, on va dire, pour l'histoire. Donc, ils font l'amalgame, justement, en nous montrant en France comme les Turcs, pour dire c'est eux qui nous ont massacrés, nous sommes victimes. C'est nous qui sommes victimes, mais malheureusement en France, on n'en parle pas assez. Alors, à votre avis, ce sera ma dernière question, Mirvari. Qu'est-ce que vous espérez que puisse faire, par exemple, la France pour aider à une solution? Ce qu'on espère, nous, c'est la paix entre les peuples. Que les Azerbaïdjanais soient heureux, que les Arméniens soient heureux, et qu'il y ait une entente. Alors, nous espérons, la France a un rôle important, vous savez, comme il est coprésident du groupe de Minsk, surtout pour trouver une solution pacifique. Et nous apprécions énormément le rôle de la France dans la résolution de ce conflit, et en espérant que l'Arménie va réfléchir, bien réfléchir. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce conflit ne leur rend pas service. En se mettant en conflit avec l'Azerbaïdjan, ils sont perdants dans plusieurs domaines. Nous avons notre pipeline qui passe par la Géorgie. Au lieu de passer par l'Arménie, nous faisons tout le tour alors qu'ils pouvaient profiter justement de cette chance économique qui pouvait être une chance pour ce peuple arménien. Donc nous espérons en fait que le groupe de Minsk va trouver une solution rapidement, les négociations aboutissent en fait, et que les 4 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU soient respectées. Nous faisons confiance à la France, c'est maintenant ma patrie également. Donc, je suis française, d'origine azerbaïdjanaise. Je crois beaucoup en fait le rôle de la France dans la résolution du conflit, pacifiquement en fait, du conflit. Merci beaucoup d'être venu nous apporter toutes ces précisions. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouvel entretien sur Al Janoubia. Au revoir.